Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ce nouveau podcast de l'INSEC MSC. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler de Private Equity. Donc aujourd'hui, deux invités de marque. Premier, Arnaud, je te laisse te présenter. Berry Arnaud, 21 ans, et je suis en MSC1 finance bancaire à l'INSEC. Et en parallèle, je suis en alternance dans un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle Visiance. C'est un cabinet structuré avec différents associés qui s'occupent de différents domaines, et c'est trop cool. D'accord, et là, toi, tu es basé à Lyon alors? Non, en fait, il y a 3 branches. Donc le siège est à Valence, et après, on a une branche à Lyon, à Limonest exactement, et une branche à Voiron. Moi, je suis basé sur Valence. Parfait, merci Arnaud. Et notre star du jour, notre professionnel du jour, Evan. L'idée, c'est que tu te présentes un petit peu. C'est vrai qu'on va tourner autour de toi. On va tourner autour de là où tu travailles chez Cedrus Partners. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours? Et forcément, ton parcours, il a quand même débuté ici à l'INSEC, où nous sommes rencontrés. Et à partir de là, on a créé un vrai lien. Exactement. Écoute, moi, mon parcours, c'est un parcours scolaire assez classique. Effectivement, je suis passé par l'INSEC, donc merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Mon parcours, moi, c'est un parcours IUT technique de commercialisation, si je reprends vraiment au départ, qui s'est suivi d'une licence assez classique dans une école de commerce. Mais à la fin de mon IUT, j'avais fait un stage à Paris. Je voulais aller découvrir un petit peu la vie parisienne, avec l'ambition d'avoir plutôt un métier axé commercial, donc on y reviendra un petit peu tout au long du podcast. Mon premier stage que j'ai fait à la fin de l'IUT, c'était un stage vraiment dans une société qui s'appelle FDV Partner, donc Force de Vente Partner, où l'enjeu c'était d'aller prendre effectivement des rendez-vous au téléphone. Donc c'est 3 mois de phoning pur, qui est assez formateur pour le coup, et qui m'a permis de décrocher une alternance dans une première société de gestion, et là on va arriver dans le monde un petit peu de la finance pour la première fois. J'ai fait donc une alternance en licence dans une société qui s'appelait A+ Finance, une société qui est historiquement très orientée sur le private equity de petites entreprises françaises de taille moyenne, donc sur des produits qu'on appelait fiscaux, type FIP, que tu dois connaître dans le cabinet, mais qui avait pris un virage plutôt immobilier avec la structuration d'un organisme de placement collectif dans l'immobilier qui s'appelait Silver Generation. C'était mon début dans le milieu de la finance, ça s'est très bien passé, donc j'ai enchaîné avec un master gestion de patrimoine, puisque mon métier étant, et on y reviendra j'imagine plus longuement, mais de commercialiser des produits auprès de conseillers en gestion de patrimoine et de structures comme la tienne, eh bien j'ai voulu connaître un peu mieux ce métier, le métier de mes clients finalement, et je me suis attaché à faire le master gestion de patrimoine à l'INSEC, où j'ai continué mon alternance chez A+ Finance. Donc du coup j'ai fait effectivement 3 ans d'alternance, ce qui est assez rare, et puis ma directrice commerciale de A+ Finance étant partie chez Cedrus Partners, je l'ai rejoint assez rapidement à la fin de l'INSEC. Ça fait à peu près 5 à 6 ans que je suis chez Cedrus Partners. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais justement Cedrus Partners? Quel le contexte, la structure, l'ambiance et on parlera des produits un petit peu plus tard, mais d'abord le contexte. Le contexte, Cedrus Partners, c'est une boîte qui a une quinzaine d'années. C'est une boîte assez familiale. Le management, il est détenu à 100% par les cofondateurs ou par les salariés. Ce qui est agréable parce qu'effectivement les décisions elles peuvent être prises rapidement et c'est une boîte qui est plutôt agile. C'est une structure, je dirais, qui est historiquement plutôt une structure de conseil, si je décris Cedrus Partners sans rentrer trop dans les produits. Le métier, c'est vraiment un métier de faire du conseil pour des clients très professionnels, donc avec des montants assez importants. On va parler soit de clients qu'on appelle donc single family office. Alors aujourd'hui on va parler de private equity, ça vient du monde US, le private equity, donc on va être très avec pas mal d'anglicisme. Ça s'est lancé dans les années 70, le nom côté aux US, mais pour le coup Cedrus, on fait du conseil pour des single family office, c'est des conseillers en gestion de patrimoine qui sont dédiés à une seule famille assez fortunée, qui est à peu près 40% de notre activité, et puis 40% de notre activité c'est du conseil pour des grosses assos-fondations. Donc ça c'est Cedrus, le métier historique, c'est vraiment un métier de conseil en investissement, mais uniquement sur la partie investissement, pas sur la partie fiscalité, juridique. Ces sujets-là, ils ne sont pas traités chez nous. Sinon Cedrus, c'est une boîte qui est plutôt assez jeune, très bonne ambiance, qui est basée à Paris avec quelques succursales donc à Madrid, au Luxembourg. On gère presque 11 milliards d'euros donc pour 160 clients, donc c'est des volumes qui sont assez importants. Alors je dis qu'on gère, on conseille, donc c'est toujours important de le souligner. Alors si on continue quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant tu as les 2 pieds dedans dans le private equity, et c'est vrai que nos discussions régulières font que je suis aussi cette évolution qui est vraiment très très intéressante. Dans la tête, je dirais, de beaucoup d'étudiants, le private equity, le non coté, on a tous la référence du loup de Wall Street avec de la démesure, avec du challenge permanent, de la pression. On a tous en tête quelques scènes un petit peu décalées, mais
aujourd'hui, avec ton expérience, c'est quoi le private equity? Comment tu décrirais le private equity à des étudiants lambda? Tu as un parterre de bac plus 4, bac plus 5 en face de toi, tu leur dis que c'est quoi? Eh bien, je l'ai fait un petit peu, puisque j'ai donné quelques cours sur les panoramas des actifs privés. C'est toujours un peu compliqué, parce que le private equity, à la fin, ça reste acheter des actions de boîtes qui ne sont pas cotées en bourse. Donc ça, c'est, on va dire, le métier, tout à l'heure, on va certainement passer prendre un coca à la boulangerie d'en bas, ou quand tu vas chez ton coiffeur, ça reste une boîte qui n'est pas cotée en bourse. Donc effectivement, le private equity, ça vient en opposition du public equity, vu qu'on vient des US à la création du private equity, c'est dans les années 70, je l'ai déjà dit. Et effectivement, donc, c'est toutes les boîtes qui ne vont pas être cotées en bourse. Et après, on peut financer des boîtes à différents stades de vie, effectivement. Et puis maintenant, on englobe dans le terme private equity aussi des choses qui vont être complémentaires ou un peu différentes, mais typiquement comme les infrastructures, qui restent le fait d'acheter le capital d'une société d'exploitation, mais sur des thématiques bien précises, ou de la dette privée, effectivement. Quand on va prêter de l'argent à une entreprise, on ne va pas acheter le capital de la boîte. Donc c'est assez large, en fait, le private equity. Et les métiers qui vont recouper et qui vont graviter autour du monde, on va dire, du private equity, ils sont très larges. On peut aller du métier du M&A au métier d'audit, au métier effectivement de ce que je fais moi, qui est un métier qui a plutôt une vocation commerciale. Dans l'idée, mon travail à moi, c'est d'aller rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine et de leur expliquer de quelle manière on fait du private equity pour les 10 des 100 plus grandes fortunes françaises qui sont nos clients, et de quelle manière on le fait pour les plus grandes associations fondations françaises. Et effectivement, je dois leur expliquer notre méthodologie, comment est-ce qu'on travaille, et à la fin, effectivement, mes clients qui sont conseillers en gestion de patrimoine ou nos familles ou nos associations fondations, elles sont propriétaires à la fin, effectivement, de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, au sens large. Après, pour la comparaison avec le loup de Wall Street, pour le coup, c'est aussi des actions non cotées. Je rappelle qu'ils vendent effectivement des actions avec un petit peu moins d'éthique, je pense, que ce que je peux voir dans mon métier et dans le private equity en général. Après, effectivement, il y a quand même tout un aspect très commercial, avec un rôle de persuasion et avec une idée aussi qui est de fédérer du monde autour de lui, parce qu'au final, il part tout seul, puis il réussit à créer une belle société, des introductions en bourse aussi. Donc il y a pas mal de sujets qui vont être en commun avec le non-coté, mais effectivement, je pense qu'ils ont tiré un petit peu les traits pour en faire un film plaisant. Et donc, aujourd'hui, si tu me décris ta journée type, si encore on peut parler de journée type, parce que c'est vrai qu'un jour tu es là, un jour tu es ailleurs, tu m'appelles, tu es dans un avion, tu es dans un train, mais globalement, tu es à Paris. C'est quoi ta journée type? Eh bien, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Non, ce que j'ai envie aussi, c'est que les étudiants, ce soit un métier mon parcours et ce que je fais aujourd'hui, je trouve que c'est... En réalité, là, on est en train de recruter chez Cedrus Partners. On se rend compte qu'on a pas mal de difficultés, et c'est le cas de toutes les sociétés de gestion, en fait, les sociétés qui gèrent des fonds, elles ont de la difficulté à recruter. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui s'orientent vers ces filières, et pourtant elles sont intéressantes. Le métier, au sens large, alors l'écosystème de ce qu'on appelle donc conseiller en gestion de patrimoine, donc ça va être des banquiers à leur compte, c'est comme ça que j'en parle quand je suis à un repas de famille ou avec des gens qui ne sont pas initiés au secteur. En fait, c'est des personnes qui étaient souvent des anciens banquiers ou des personnes qui ont gravité autour du conseil en investissement dans des institutions plutôt souvent bancaires, ou ça peut être aussi des assureurs, donc le monde assurantiel, des anciens agents généraux de compagnies d'assurance, mais se disent à un moment... Mais je suis un peu bloqué par ma banque, avec les produits de ma banque, je suis un peu bloqué par mon assureur pour lequel je travaille, et donc je vais me mettre à mon compte et conseiller des clients privés à mon compte. Alors ça peut être, je crois que toi, tes patrons viennent de l'Union financière de France, qui est une belle structure, une belle banque française qui a plus de 600 conseillers, donc il y a pas mal de nouveaux conseillers en gestion de patrimoine qui viennent aussi de l'Union financière de France, qui est assez connue et qui commence à aussi avoir une image un peu plus élitiste. Je crois qu'ils ont fait tout un programme pour les clients un peu haut de gamme, notamment, donc ce qu'ils appellent le programme VIP. Alors donc moi, mon métier, c'est d'aller voir cet écosystème, ce parterre de conseillers en gestion de patrimoine. Alors il y en a 5000 en France, mine de rien, c'est un métier qu'on ne connaît pas, qui est un peu méconnu, mais il y en a quand même un peu plus de 5000 en France, c'est assez réglementé, et mon travail, c'est d'aller les rencontrer pour leur expliquer ce que fait
fait ma société. Mais des sociétés comme moi, il y en a peut-être 600 ou 700. Donc je suis en concurrence avec peut-être 600 personnes comme moi qui vont leur dire un jour, bah tiens, il faut faire de l'immobilier, un jour il faut faire des actions, un jour il faut faire du private equity, il faut vendre ci, etc. Donc il faut être capable de se démarquer. Donc il y a un enjeu quand même qui est très commercial. Donc mon métier à moi, je dirais sur une semaine, c'est peut-être plus simple que sur une journée, c'est finalement j'ai 2 jours de déplacement, ce que je m'impose avec en gros 5 à 6 rendez-vous par jour à Bordeaux, à Toulouse. Là typiquement ce soir je pars à Bordeaux pour faire voilà un petit after work avec quelques cabinets avec lesquels on travaille à Bordeaux. Mais voilà, mon métier c'est de faire 2 events ou 2 journées de rendez-vous par semaine, donc ça peut être Bordeaux, Strasbourg, partout en France hein, pour le coup. Et puis après il y a une journée qui est toujours une journée qu'on pourrait appeler de prospection, dans laquelle on va appeler des clients pour effectivement prévoir dans 2 semaines ou dans 3 semaines les journées de déplacement que je vais faire. Et puis il y a un petit peu forcément après on va dire d'accompagnement de mes conseillers en gestion de patrimoine, puisqu'effectivement c'est pas le tout de les convaincre que ma solution elle est bonne. Après il faut sur le plan opérationnel accompagner ses clients dans tout ce qui va être souscription et puis premiers investissements, gestion on va dire SAV, j'aime pas trop le terme, mais pour le coup j'essaye et je m'impose, puisqu'on est dans un monde qui est avec beaucoup de concurrents, je m'impose d'être capable de répondre à mes clients en 15 minutes, peu importe le sujet, avec effectivement la possibilité pour le coup de prendre des visios au dernier moment avec leurs clients pour les accompagner et faire que mon produit, moi je suis persuadé d'avoir le produit qui est le plus adapté à la clientèle des concessions de patrimoine. Je pense qu'on y reviendra par la suite, mais je pense que si j'ajoute à ça du service client, effectivement ça permet à Cedrus de gagner des parts de marché, et pour le coup on n'est pas trop mauvais puisqu'on double l'encours de nos millésimes chaque année. Donc Arnaud, tu viens d'entendre la semaine type de Evan, et c'est vrai que Evan nous disait qu'il avait un petit peu du mal à recruter. Est-ce que toi, personnellement, ça t'inspire, ça t'attire, tu as envie de découvrir encore plus le métier, encore plus le secteur, et donc d'après toi, pourquoi est-ce que, alors que ce soit les gens de ta classe, mais je dirais dans ton entourage professionnel, pourquoi est-ce que les gens n'y vont pas? Pourquoi? Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Moi, si je parle pour moi, c'est un métier qui m'intéresse forcément. Je trouve que c'est une belle évolution possible de carrière quand on est dans le monde de la gestion de patrimoine. C'est comme si on passait un peu de l'autre côté du système. Donc je trouve que ça, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il faut être prêt à faire d'énormes sacrifices. Donc, dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est déjà le cas, mais c'est quand même beaucoup plus possible d'avoir une vie perso. Dans le monde du private equity, c'est quand même beaucoup moins le cas. C'est comme tu viens de le dire, on vient de voir ta semaine type, ça a l'air d'être hyper chargé. Si je parle pour moi, c'est quelque chose que j'adore parce que je suis passionné par ça, mais je pense que tu parlais de la difficulté à recruter, je trouve que ça vient un peu de ce côté-là. Peut-être, je sais pas comment toi, tu arrives à gérer ta vie perso avec ta vie pro, par exemple. Je pense que ça peut être un frein pour certaines personnes qui veulent avoir une vie perso hyper développée, quitte à mettre un peu en retrait la vie pro. Je sais pas comment toi, tu arrives à le gérer. Oui, effectivement, alors c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos métiers. C'est vrai que en fait, on va s'adresser à des gens comme toi, tu vois, et je pense qu'on pourrait être potes dans la vie. On se rencontre aujourd'hui, mais moi, je m'adresse à des personnes qui ont à peu près mon âge, tu vois, qui sont jeunes, qui effectivement conseillent des clients privés tous les jours, et ça devient assez vite, du coup, presque une relation amicale, et il y a quand même un aspect... Effectivement, il y a des évolutions qui sont rapides dans nos métiers, et nos évolutions, elles sont rapides, pourquoi ? Parce que ton salaire fixe, on reviendra, je pense qu'on parlera peut-être après des niveaux de salaire, mais ton salaire fixe, il est à peu près corrélé. Tu peux en parler maintenant. Hein. Le salaire, en fait, à l'embauche, c'est un salaire qui va tourner autour des 40 000 euros bruts par an, avec un aspect variable qui représente à peu près, on va dire, 50% de ton fixe en plus potentiel. Voilà. Donc le fixe est à 40 000 euros. Par contre, ton fixe, il est corrélé au nombre de concessions de patrimoine qui vont te faire confiance. Donc une fois que tu te dis ça, la bonne manière d'adresser mon métier, c'est déjà de vendre des bons produits à tes clients. Parce qu'en fait, les clients, tu peux les avoir 3 ans, mais si après, tu n'en as plus aucun, tu retombes à 40 000 euros, en fait. Et par contre, plus il y a un nombre de concessions de patrimoine qui vont te faire confiance, plus, effectivement, ton salaire fixe il va augmenter. Une société de gestion, elle va te recruter en fonction de ton réseau. Donc, il y a quand même un aspect dans la partie commerciale qui est plus que juste une relation de fournisseur-client. C'est une relation de confiance qui doit s'établir sur le long terme. Donc, moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier, du coup, entre les 3 ans d'A Plus Finance et puis mes 6 ans chez... ça fait presque 8 ans maintenant. Ça fait 9. Je fais 3 ans chez A Plus Finance, ça fait 6 ans que je suis... en 2020. Et je vieillis, mais j'avais déjà 3 ans d'expérience. Donc ça fait 8 ans et demi, 9 ans que je fais ce métier, et effectivement, j'ai toujours les mêmes clients. Je pense à Michael, par exemple, qui est à Toulouse, que je risque d'aller voir demain. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Donc ce métier de confiance, en fait, fait que
tu dois toujours être disponible. C'est comme si tu as ton pote qui t'appelle, un ami à toi, tu vas lui répondre au téléphone, donc que ce soit le samedi, le dimanche. Donc effectivement, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, c'est compliqué parce que c'est des personnes que tu apprécies, que tu as envie de bien conseiller, tu as envie de les accompagner pour aller proposer des bonnes solutions à leurs clients. Et finalement, ça fait que ce soir, à 18h30, je suis à Bordeaux avec 6 ou 7 copains, mais qui sont aussi finalement des conseillers en gestion de patrimoine. Et l'idée, et ce pourquoi ils me font confiance, c'est que je leur mens pas, quoi. On met les choses sur la table et je leur explique clairement c'est quoi ma solution, c'est aussi quoi mes risques. Parce qu'on parle du private equity depuis tout à l'heure. Alors, on n'est peut-être pas revenu sur l'intérêt de la classe d'actifs, mais l'intérêt de la classe d'actifs, c'est que c'est la classe d'actifs la plus performante. Historiquement, sur 5 ans, sur 10 ans, alors j'enlève le Bitcoin, j'enlève quelques petites choses très alternatives, on va dire. Mais pour le coup, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, ça va faire entre 5 et 7% de plus que les marchés cotés, actions classiques qu'on peut acheter, l'action Total ou autre. Par contre, ça, c'est en contrepartie aussi d'un risque. Le risque, si tu es propriétaire de la boulangerie, je reviens, ou du coiffeur d'en bas, tu peux pas la vendre du jour au lendemain. Donc effectivement, tu as un risque, déjà le premier risque, qui est un risque d'illiquidité. Tu peux pas récupérer tes capitaux tout de suite. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de ce risque, toi, dans votre boîte, quand vous conseillez ce produit-là à des familles ou à des conseillers en gestion de patrimoine, etc., vous considérez qu'il faut allouer combien de pourcents de son patrimoine global au private equity, à des actifs risqués comme ça? C'est une vraie question, je trouve, qu'on peut se poser. C'est une très bonne question et c'est tout le sujet du moment. C'est le sujet du moment. En fait, pour refaire un peu l'historique pour les conseillers en gestion de patrimoine, je pense qu'ils ont fait beaucoup de non-cotés, début des années 2000 jusqu'à 2012, en France en tout cas, sur les produits fiscaux dont on parlait au départ, qui n'ont pas toujours été une grande réussite. Honnêtement, je pense qu'il faut se le dire, il y a eu des produits qui ont perdu 100% de leur placement, il y a des produits qui ont performé, mais on venait faire du non-coté dans le but d'avoir une réduction fiscale. Et je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux faire du private equity, investir dans des boîtes, et si on peut avoir une réduction fiscale, on va la prendre, mais effectivement... C'est un bonus. Les contraintes qui étaient données par Bercy, elles permettaient pas aux sociétés de gestion d'aller créer de la valeur. Souvent, tu te retrouvais avec 2 ou 3 cibles. Une cible, c'est une entreprise que tu peux acheter sur finalement les critères qui permettaient de répondre à ton produit. Donc en fait, tu devais investir dans 3 régions assez limitrophes, ou alors typiquement, il y avait à un moment, il y a toujours des FIP Corse. Alors c'est pas une critique, mais il y avait peut-être des millions et des millions d'euros qui devaient être investis en Corse en 12 mois ou 24 mois. Enfin, c'est des sujets qui sont assez difficiles pour les sociétés de gestion d'aller trouver des entreprises qui soient à la fois performantes, avec des revenus récurrents, qui vont être capables de rembourser un LBO, donc le crédit qu'on va mettre, etc. Donc ça n'a pas trop plu aux conseillers en gestion de patrimoine. Par contre, ce qu'on vit là, depuis 5 ans, nous on a été assez précurseurs chez Cedrus, on a été les premiers en fait à rendre accessibles les fonds institutionnels à des clients privés. Donc c'est ce qu'on a appelé la démocratisation des actifs privés. C'est l'idée, et ça continue de plus en plus aujourd'hui avec les LTIF 2, si on rentre un peu dans les sujets, mais ça se démocratise de plus en plus, et même maintenant dans les contrats d'assurance vie des clients à partir de 1 000 €. Par contre, moi je vais m'arrêter un petit peu au sujet 100 000 € aujourd'hui. C'est mon produit, effectivement, c'est un fonds professionnel de capital investissement, donc c'est à partir des tickets d'entrée de 100 000 €. Le sujet, c'est que ça vient à la mode, mais très fortement depuis 5 ans, et on se rend compte que comment est-ce qu'on fait? On a équipé les clients, on leur a mis 10%, qui était la recommandation de l'autorité des marchés financiers. Est-ce que je vais à 20%? Est-ce que je vais à 25% du patrimoine financier des clients? La réponse, elle est difficile à avoir. Pour reprendre ta question, nous les familles, j'ai des familles qui ont en moyenne à peu près 40 à 45% d'actifs privés dans leur portefeuille. Mais ça veut dire qu'ils sont avec des niveaux de risque importants. Est-ce que ça veut dire que toi, tu prends en compte en amont leur profil d'investisseur, leur capacité peut-être à subir du coup ces pertes-là? J'imagine que c'est des familles très fortunées, forcément, mais qui allouent beaucoup. Peut-être faut qu'ils soient prêts aussi à perdre ça. C'est quelque chose que tu abordes en amont avec ces investisseurs-là? Alors exactement. Mais le private equity, les familles, elles sont assez fortunées. Nous, une famille, c'est au moins une centaine de millions d'euros à investir sur les actifs privés. Donc c'est forcément des volumes importants. Et quand tu mets 50% de 100 millions d'euros, il te reste quand même 50% de ton portefeuille, ton patrimoine, qui est effectivement sur des sujets plus liquides. Donc forcément, quand tu es une famille et quand tu arrives à un niveau de patrimoine, tu peux aller chercher des plafonds un peu plus importants. Si on s'adresse au particulier maintenant, le particulier, ça va dépendre de son appétence au risque, de ses besoins de liquidité aussi. Est-ce qu'il a des projets à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans? Voilà, il faut savoir qu'en moyenne, un fonds de private equity va te rendre les capitaux presque au bout de 9 ans. Alors, on a l'impression que dès la 5e année, on va te rendre des capitaux. C'est pas vrai. En moyenne, si tu prends le millésime 2010, par exemple, un millésime, c'est une année.
tous les fonds de private equity, pur, LBO, en moyenne, ils t'ont rendu l'argent que tu as investi, pas les intérêts, hein, l'argent que tu as investi, donc tu as mis 100 000 euros. En moyenne, ces 100 000 euros, tu les as récupérés au bout de 9 ans et tu n'as pas encore eu la plus-value. Donc voilà, il faut être capable de se dire, cet argent-là que je place, je sais qu'elle va être plus performante que le reste de mon portefeuille. Par contre, c'est en contrepartie du fait que je ne peux pas la récupérer pendant les 9 prochaines années, plutôt 10. Je rebondis là-dessus. Toi, tu as dit que tu étais plus quand même ciblé sur des tickets à partir de 100 000 euros. Et tu as aussi dit qu'on voyait aujourd'hui, moi du coup, dans mon cabinet, on le voit pas mal, des assurances-vie où on peut faire du private equity avec des tickets moindres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu penses que c'est une classe d'actifs où il faut risquer sur des tickets importants? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une vraie place pour du private equity dans des assurances-vie avec des tickets moins importants? C'est une super bonne question. C'est vraiment c'est une question que je me pose en plus en ce moment moi-même à titre personnel pour aller accompagner mes conseillers en gestion de patrimoine, puisque j'ai lancé tout récemment un produit accessible à partir de 1 000 euros en assurance vie en partenariat avec Siena, qui est une société de gestion qui gère voilà, je crois près de 13 milliards d'euros plutôt sur des sujets actions, taux, obligataires historiquement, et qui voulait suite à la loi industrie verte en fait, qui t'oblige dans les gestions pilotées d'intégrer des actifs privés. Donc ça c'est vraiment c'est la politique qui veut effectivement aller flécher l'argent des Français vers l'investissement dans l'économie réelle, hein, parce qu'on parle à la fin d'entreprise, donc effectivement l'enjeu de l'État, c'est d'aller flécher les capitaux vers l'économie réelle. Moi je me pose la question à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai lancé ce produit. Forcément, j'ai ce côté, je compare mon produit à 100 000 euros avec mon produit qui est disponible en assurance vie. Ce qu'il y a de compliqué dans les produits en assurance vie, c'est que tu vas vouloir rendre liquide quelque chose qui ne l'est pas. Alors, je pense que tu as dû voir. Bah, nous, c'est carrément la question qu'on se pose aussi. Ouais. Aussi, quelques sujets sur les SCPI. Voilà, on a connu un choc sur les taux. Je pense que voilà, on parle de personnes qui connaissent un petit peu les marchés financiers. Donc, on a connu un choc sur les taux qui a engendré une baisse du marché immobilier, qui a engendré des sorties de SCPI. Ces sorties-là, ça engendre aussi une décote du prix de part des SCPI. Et à la fin, vu qu'on est sur quelque chose de pas liquide, tu es obligé de bloquer les rachats. Et donc voilà, ce sujet-là, il est à prendre en compte parce qu'on a connu des baisses assez importantes sur les SCPI. Donc ce qu'on ne maîtrise pas dans un FCPR, du coup, qui est souvent la structure juridique qui est prise dans les contrats d'assurance vie français, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est à la fois notre collecte. On peut la maîtriser d'une certaine manière. On peut se dire, je bloque à 20 millions d'euros chaque année, comme ça je sais exactement ce que je vais avoir et je peux prévoir mon programme d'investissement. Mais on ne maîtrise pas les sorties. Et les deux choses sont très importantes parce que si au bout de 5 ans, il me reste des boîtes en portefeuille, je sais qu'elles vont créer de la valeur pour les 3 prochaines années et je me retrouve avec tout le monde qui veut sortir, c'est dommage parce que les gens sont restés 5 ans et ils vont pas capter la plus-value que je vais avoir entre l'année 5 et l'année 8. Donc avoir des sorties, ça peut impacter la performance de ton FCPR. Mais aussi avoir des rentrées, ça va l'impacter parce que j'ai acheté des boîtes pour 100 euros. J'avais 100 euros, j'avais des clients qui m'avaient confié 100 euros. J'ai beaucoup de clients qui rentrent et qui me confient 200 euros la 5e année. Je me retrouve à devoir partager la plus-value de mes boîtes qui est sur 100 euros avec 3 fois plus de clients à partir de la 5e année. Donc c'est des sujets qu'on a regardés très attentivement. Nous on a réussi à contrebalancer ça avec du seed money qui nous est apporté de la part de l'actionnaire de Siena qui est en fait le groupe Bruxelles-Lambert et les frères Desmarais qui nous ont confié 45 millions d'euros tout de suite, mais qu'on n'engage pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir des souscriptions pour engager on peut s'engager dans des fonds sous-jacents, mais par contre on appelle de ces 45 millions d'euros uniquement ce dont on a besoin dans notre déploiement de programme de private equity. Donc ça contrebalance un petit peu de risque et je pense que mon produit il est adapté. Maintenant, c'est toujours pareil, il vaut mieux aller mettre 100 000 euros quand on peut mettre 100 000 euros que faire 10 tickets de 10 000 euros. Parce qu'on aura accès à un produit pur où il n'y a pas de liquidité. On va vraiment on va capter 100% de la plus-value des boîtes qu'on va acheter, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je dirais que c'est plus haut de gamme quand on va adresser des marchés, des tickets à 100 000 euros. Et donc du coup, quand vous créez des millésimes, vous, en dehors des assurances vie, je parle, vous fermez après l'investissement. C'est-à-dire que vous créez un millésime, vous dites on attend tant, on a besoin de lever tant, et après vous fermez, et comme ça vous enlevez ces problèmes-là, du coup, de ce que je comprends, c'est ça? Exactement ça. C'est-à-dire que dans un FCPR, on va être sur des formats qu'on appelle evergreen, donc toujours ouverts à la souscription comme des investissements, au rachat. Dans mon format fonds professionnel de capital investissement, je donne une fenêtre de tir au départ.
qui est de 12 mois pour le coup. Moi, je lance mon produit toujours en octobre et je le ferme toujours en octobre. Je donne aussi un montant, c'est-à-dire que là, mon produit, c'est 105 millions d'euros. Moi, quand j'aurai 105 millions d'euros, là, j'en suis à 75, on tourne, pour ceux qui regarderont la vidéo dans 1 an ou 2, on tourne au mois de mars. Alors, on a déjà fait 75% de l'objectif de commercialisation de ce produit et je vais peut-être le fermer dans 3 mois, peut-être dans 4 mois, mais pour le coup, il sera fermé et plus personne ne pourra rentrer. Cet argent-là, ces 105 millions d'euros, je vais les investir dans 10 fonds sous-jacents, dans lesquels les tickets d'entrée sont à 5, 10, 15, 20 millions d'euros. Et ces 10 fonds sous-jacents, ils vont avoir le même fonctionnement que moi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont sur une période de commercialisation actuellement, ils vont se fermer d'ici octobre. Et si pour faire je dirais prendre un petit peu de hauteur, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'actualité, parce que bon, on est tous concernés, hein, on va pas se voiler la face, est-ce que au niveau professionnel, alors chez Cedrus et chez les gens avec qui tu parles, est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Est-ce que une volonté de prendre des risques qui a diminué ou pas? Est-ce qu'on regarde un petit peu plus en profondeur les sociétés? Est-ce que ça vous fait peur en fait? C'est une bonne question. L'actualité, ouais. Je peux aller où je veux ici. Mais l'actualité, elle est multiple. Notre force chez Cedrus, c'est notre capacité d'aller s'exposer à toutes les classes d'actifs du non-coté. Alors, ce qu'on regroupe souvent sous le terme private equity, mais ça intègre les infrastructures, la dette privée ou même l'immobilier quand on parle sous forme de fonds, type marchand de biens, ça va intégrer voilà, des choses qu'on peut aller acheter pour nos clients. Typiquement, pour donner un exemple sur ce que j'ai connu moi sur ces 5 dernières années, quand j'ai lancé un fonds entre 2 confinements, je venais d'arriver chez Cedrus Partners, j'étais là depuis un peu plus d'1 an. Mes équipes, elles nous disent effectivement, je pense qu'il va y avoir, il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans l'économie, les entreprises avec les programmes, les PGE, et puis ça a été le cas un petit peu partout. On a fait fonctionner, on va dire, la planche à billets, entre guillemets. On se dit, nous, ça va créer 2 choses. Ça va créer une augmentation de l'inflation et ça va créer forcément une hausse des taux et du coup induire une baisse des marchés immobiliers. Sur une année normale, moi je fais toujours un portefeuille diversifié pour une famille, une association fondation. Je lui intègre du private equity, je lui intègre la dette privée, je lui intègre des infrastructures, je lui intègre de l'immobilier. Les infrastructures, c'est une classe d'actifs, j'en parle un petit peu ici parce que ça va se rejoindre. Les infrastructures, c'est tout ce qui va répondre à un besoin essentiel d'une société, donc ça va de la société finalement. C'est des choses qu'on utilise, la lumière par exemple, c'est de l'énergie. J'imagine qu'on est publié sur, on a besoin d'internet pour publier cette vidéo, etc. Donc tout ce qui est télécom, tout ce qui va être réseau de fibre, tour télécom, tour 5G, data center, c'est des sujets en infrastructure qui nous plaisent bien parce que ça peut être aussi des infrastructures de transport, donc tout ce qui va être autoroute, aéroport, gare. C'est corrélé à l'inflation, les rendements qu'on va tirer de cette classe d'actifs. C'est-à-dire qu'on a des cash flows qui sont très stables sur du long terme. Voilà, si vous déployez la fibre, vous allez avoir 4 clients en France. C'est encadré par les pouvoirs publics qui disent vous louez tel prix, votre kilomètre de fibre. Et pour le coup, vous pouvez augmenter ce prix chaque année de l'inflation. On le comprend bien quand on parle d'autoroute. L'autoroute, on le sait, tous les 1er janvier, ton péage, il augmente du prix de l'inflation N-1. Et ça, c'est encadré. C'est-à-dire que Vinci, quand il achète les autoroutes sur un PPP, un partenariat public-privé, il dit, ok, l'État, tu me cèdes une concession de 30 ans d'une autoroute. Par contre, moi, je ne sais pas ce que vaudra 1 euro dans 30 ans. Donc, il faut que tu me corrèles mes revenus, effectivement, à l'inflation que je vais connaître pendant ces 30 prochaines années. On le voit bien, parce que quand les taux changent, on voit par exemple, post-Covid, les entreprises n'avaient aucune difficulté à lever des fonds, parce que justement, on a fait marcher la planche à billets. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Est-ce que vous, ça a eu un impact dans votre métier? Est-ce que toi, tu as changé, par exemple, dans votre entreprise, vos manières d'investir dans les sociétés, de gérer ce risque-là, etc. Est-ce que vous posez plus de questions qu'avant, par exemple, ou est-ce que vous gardez la même formule Cedrus, je vais dire? Alors, on garde toujours la même formule Cedrus. La formule Cedrus, c'est on regarde le marché, très macro, et on se dit on veut aller jouer telle classe d'actifs. Sur telle classe d'actifs, on se dit tiens, quel secteur, quelle zone géographique, et derrière, on rencontre tous les fonds non côté de la zone, du secteur, peu importe. Pour le coup, juste après le Covid, du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il va y avoir de l'inflation parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté dans l'économie et il va y avoir une baisse du marché immobilier. Le fonds que j'ai lancé cette année-là pour mes constitutions de patrimoine, on est en juin 2021 quand je construis le portefeuille. Il n'y a pas encore d'augmentation des taux, il n'y a pas encore de baisse du marché immobilier. Moi, je dis à mes conseillers en gestion de patrimoine, on va faire 70% d'infrastructures parce qu'en plus,
sur l'aspect très commercial, c'est quand même une classe d'actifs qui est rassurante. Une infrastructure, vu qu'on a des cash flows très stables sur 30 ans, c'est rassurant pour un client qui est un peu stressé, qui est entre deux confinements, qui se dit que l'économie va s'écrouler. C'est rassurant d'avoir une poche de 70% d'infrastructure, et en plus, je le protège de l'inflation. Ouais. Donc quand tu crées ton fonds, c'est-à-dire que tu mets de l'infrastructure, c'est un moyen pour toi de te protéger un peu du risque que tu prends sur le reste de ce que tu mets sur le fonds, c'est ça? Et ben le reste que je mets sur le fonds, c'est une poche donc effectivement, je me protège du risque, et j'ai une poche de 30% qui est opportunité de cycle. L'opportunité de cycle, pour nous, c'était clair, ça allait être la baisse du marché immobilier. Et en fait, ça, on l'a joué en se disant, mais comment tu joues la baisse du marché immobilier? C'est presque un short. En fait, tu te dis, mais moi, je veux des gérants qui vont avoir beaucoup d'argent à investir et qui ne sont pas pressés d'investir. Donc tu dois prendre des fonds qui viennent de se lancer et qui vont avoir beaucoup de capitaux pour aller chercher des opportunités dans le marché. Et là, typiquement, on est allé chercher Blackstone, qui est le premier propriétaire immobilier au monde. Hein, c'est fou de se dire ça. C'est un fonds qui faisait 25 milliards d'euros à investir en immobilier et qui lançait son programme de déploiement, et il a 4 ans et demi pour déployer. Donc on ne sait pas quand le marché immobilier va baisser, mais je dis à Blackstone, donc c'est leur flagship, le fonds numéro 10, je leur dis, mais effectivement, je te confie, moi, là pour le coup, 10 millions de dollars, tu les investis quand tu veux. Là, on est 4 ans plus tard, on est en mars 2025, mais il a investi aujourd'hui que 42%. Par contre, il a beaucoup investi ces 6 derniers mois, et il estime que ces 6 derniers mois, il a vraiment trouvé des bonnes opportunités sur le marché. C'est-à-dire que oui, il y a eu le choc sur les taux, oui, il y a des gens qui ont été pris à la gorge, mais qui n'étaient pas encore prêts à accepter des baisses. Et là, du coup, le travail de Blackstone, c'est de sortir des foncières cotées, par exemple, c'est d'acheter des gros parcs assez importants et puis de les revendre à la découpe. Mais aujourd'hui, moi, je suis appelé, sur mes 10 millions de dollars, je suis appelé qu'à 2,5 millions. Par contre, lui, je sais qu'il en a investi 4 millions auprès d'autres partenaires. Mais du coup, c'est déjà un bon deal pour toi d'avoir réussi à mettre ces 2,5 millions dans ce fonds-là, quoi. Alors moi, j'ai tout de suite engagé 10 millions de dollars de mes clients. Voilà. À ce moment-là, je leur ai dit, voilà, on prend un engagement chez Blackstone de 10 millions de dollars. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être appelé. Et donc finalement, vous, ça va faire comment pour un client privé, puisque l'argent n'est pas au travail? En fait, l'argent, elle est chez le client. C'est-à-dire que le client qui a souscrit 100 000 euros en juin 2021, je lui ai dit, sur tes 100 000 euros, il y aura 30 000 euros qui seront en immobilier et 70 000 euros qui seront en infrastructure. Par contre, vu que les gérants ont mis du temps à déployer l'argent parce qu'on cherchait le point bas en immobilier, moi, mes clients aujourd'hui sont investis qu'à hauteur de 42 000 euros. Et je vais les appeler tous les 6 mois encore, jusqu'à ce qu'on monte à 90% à 90 000 euros. En espérant optimiser le gain, quoi, en gros. On optimise le gain, mais surtout on n'immobilise pas des capitaux qui ne sont pas investis. C'est-à-dire que l'argent, quand elle n'est pas chez moi, quand elle n'est pas investie dans des infrastructures ou dans l'immobilier, elle est chez le client. Et le client, il peut faire des fonds monétaires, il peut aller acheter des obligations, il peut faire des marchés actions, il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je lui dis, c'est que quand l'argent est chez moi, elle va rapporter au moins 11% de performance. Par contre, si j'en ai pas besoin, je la laisse chez toi. Voilà. Ouais. Tu laisses la liberté d'aller chercher d'autres produits, et espèce de continuer à avoir cette liquidité auprès du client et de se sentir moins marié peut-être sur ce sujet-là, quoi. Justement, par rapport à ce contexte qu'on entreperçoit sur l'US et l'Europe, comment est-ce que chez Cedrus vous voyez cette démarcation économique? Le contexte, nous, on va jouer plein de stratégies tout le temps, différentes, complémentaires, aller chercher des moteurs de perf qui sont complémentaires et qui vont bien fonctionner dans des moments différents. Nous, ce qu'on joue en ce moment, c'est par exemple la dette distress, situation spéciale. Donc en fait, c'est aussi l'idée de se dire, les boîtes, elles ont eu un choc sur les taux, elles aussi, et ça leur coûte trop cher de rembourser leurs dettes par rapport à leur EBITDA, d'autant qu'elles se sont pris un peu d'inflation, donc elles ont écrasé leur marge. Et du coup, on va prêter de l'argent à des boîtes qui sont un peu en difficulté. Ça peut être, par exemple, des boîtes de remontée mécanique pendant le Covid sur les stations de ski. Ça peut être Hertz, quand il loue des véhicules pendant le Covid, il ne peut pas les louer. Donc effectivement, il a une situation qui est conjoncturelle, qui est difficile pour lui. Et il faut lui prêter de l'argent à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans pour que la boîte, elle reparte. Mais structurellement, c'est une boîte qui est très viable, qui est très rentable. Voilà. Donc on joue ça en ce moment. On joue les US, nous, toujours. Ça ne nous fait pas spécialement peur, ce qui se passe dans l'activité, dans l'actualité plutôt. Nous, on va jouer les US toujours d'une manière très défensive, c'est notre ADN, et quand on va jouer, par exemple, on a une thématique qui est la santé US, on le joue plutôt sur un aspect, ok, il y a de plus en plus de personnes âgées aux US,
Du coup, les gens ils vont avoir besoin de services de santé et donc on va jouer la consommation américaine. Donc là, ça va être effectivement, je sais pas moi, des réseaux d'ambulances aux US, des cliniques privées pour détecter le cancer. Donc voilà, des choses comme ça, un réseau d'ophtalmologie, des choses qui sont très liées au fait que c'est un marché qui est en croissance et que il y ait plus ou moins, pour le coup, de taxes. Ça va pas impacter le fait que quand tu auras effectivement une sensation d'avoir le cancer, tu vas quand même aller dans une clinique privée. D'accord, donc vous avez quand même un très bon regard sur ce contexte économique, heureusement d'ailleurs, mais vous avez une façon de l'appréhender avec une certaine sérénité et je dirais un certain temps long que je dirais l'actualité journalistique, médiatique nous empêche d'avoir. Tout à l'heure, si je reviens un petit peu, tu nous as dit que Cedrus, vous aviez le meilleur produit pour les CGP. Pourquoi ? Moi j'en suis convaincu, déjà parce que je connais les autres produits. Non, je rigole. Non, pour le coup, on essaye, pour le conseiller en gestion de patrimoine, de lui apporter le plus de satisfaction client. Et ça va passer par des choses un peu techniques. Typiquement, dans l'univers du private equity, au début, on perd un petit peu d'argent parce que forcément, on a des frais de gestion et on a aussi de l'argent à investir dans la boîte pour qu'elle soit plus performante demain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe en J, c'est-à-dire que ton niveau de performance il baisse avant de remonter un petit peu en flèche. Ça ressemble à un J, donc on appelle ça la courbe en J. Ça, nous, on essaye de le réduire avec des thématiques comme le private equity secondaire ou comme des thématiques qui distribuent tout de suite de l'argent. Tu prêtes de l'argent à une boîte, elle te rend tout de suite 5, 10, 15, 20 de coupons %. Et ben forcément, ça te crée de la perf tout de suite. On fait aussi des infrastructures, j'en ai parlé, qui te créent de la perf tout de suite. Donc en termes de satisfaction client, le client d'un CGP, il va tout de suite avoir de la performance rapide. Il va aussi avoir, et on travaille beaucoup, le fait de rendre des capitaux vite. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie qui est sur du temps très long, on vient de le dire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un DPI. C'est un terme anglais qui veut dire juste des distributions pour les clients, qui soient rapides pour eux. Et ça, on va passer par le fait de rentrer tout à la fin chez le gérant. On arrive à gagner presque 2 ans quand je rentre, moi, chez un gérant sous-jacent. Mais le gérant, il a déjà acheté des boîtes depuis 2 ans. Donc j'arrive à gagner 2 ans comme ça. Donc voilà, on rend des capitaux vite et surtout, on protège le capital. Et je crois qu'à la fin, le client, s'il a reçu des capitaux rapidement, qu'il n'a pas eu une baisse de sa valeur au début et que surtout, il est content de sa performance globale au bout de 10 ans, on sera peut-être pas les plus performants, mais on va offrir une satisfaction pour les clients et qui est juste, moi je trouve, exceptionnelle. Et que les conseillers en gestion de patrimoine, je trouve que ça leur permet vraiment d'avoir une forme de sérénité quand ils investissent avec Cedrus Partners. Et nous, on dit souvent, notre directeur de l'équipe d'investissement dit souvent, on a envie de dormir sur nos 2 oreilles. C'est exactement ça, dans une période où on a une aversion au risque qui est quand même très forte parce qu'on ne sait pas spécialement où on va. Ce côté rassurant, on reste lié, on ne se revoit pas dans 9 ans, on se parle tous les jours. Donc j'arrive à comprendre pourquoi. Mais c'est un vrai prix parti du coup, parce que dans le monde du private, qui est un monde quand même assez risqué, c'est un vrai choix de Cedrus pour se démarquer de vos concurrents, du coup, si je comprends bien. Alors, le vrai choix pour se démarquer, c'est le choix DPI, c'est-à-dire on rend vite des capitaux. Donc ça, c'est comme ça qu'on adresse, si tu veux, la concurrence dans le marché de la distribution de produits à des CGP. Par contre, après, le reste, c'est l'ADN de Cedrus pour tous nos clients. On a 12 balises d'investissement qui sont tous liées à protéger le capital, à pas sélectionner des gérants parce qu'ils sont performants. C'est pas un sujet pour nous. Nous, on veut sélectionner des gérants qui soient capables de répéter leur performance. Et on veut qu'ils soient un ADN de protection du capital qui soit très forte. On veut que dans la construction de nos portefeuilles, des stratégies qui soient complémentaires les unes aux autres. Et ça, c'est l'ADN de Cedrus. Donc, c'est pas un choix, si tu veux, un peu commercial. C'est la résultante de 15 ans de conseils pour des clients qui sont là et qui veulent protéger leur capital, quoi. Très bien. Donc on arrive bientôt à sa fin et il y a encore deux petits sujets sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. D'abord, est-ce que tu as une anecdote, je sais pas, sur un deal particulier, sur un moment un peu touchy avec un CGP, des personnes que tu as rencontrées qui t'ont vraiment marqué parce qu'elles t'ont dit cette personne elle est arrivée là, elle est peut-être partie de rien et en plus elle est arrivée à un niveau et elle accepte de parler à des gens, je vais dire comme toi, mais tu m'as compris quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire rêver, quoi? Ouais, mais écoute, un deal en particulier, moi mon métier c'est finalement, j'échange avec des conseillers en gestion de patrimoine, donc les bonnes nouvelles c'est comme ce matin quand j'ai un conseiller qui m'appelle à Lille, Morgane, qui me dit tiens j'ai 300 000 €, c'est bon, le client il a validé, il faut juste que tu le vois 5 minutes. C'est toujours sympa. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un appel avec un conseiller sur la Côte d'Azur qui m'appelle. L'appel c'est 48 secondes
Donc vraiment, la personne n'a pas le temps de me parler très clairement. Et elle me dit, bah, c'est bon, je t'ai positionné un client pour 1 million d'euros, je peux juste pas trop te parler, là je suis vachement pris, je vais rentrer en réunion. Il raccroche et le soir même, j'avais les 1 million d'euros qui étaient arrivés sur mon fonds. Donc ouais, c'est des deals un peu sympas. C'est marrant de voir la décorrélation entre le temps que tu passes à expliquer un produit, à fidéliser un client, et qu'en 48 secondes, tu peux avoir 10 fois ce que tu as mis parfois des heures à avoir par ailleurs, quoi. Et pareil, en termes de personnalité, parce qu'on en parle, moi, tu me racontes des histoires. Est-ce qu'il y a vraiment une personne en particulier, sans forcément citer son nom, parce que... Ouais, non, mais dans notre secteur d'activité, on a des vraies réussites. Pour le coup, même dans le monde des concessions de patrimoine, mais j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, Meyer Azogui, Patrick Galancia, qui sont aujourd'hui, je dirais, le plus gros concession de patrimoine de France. C'est le groupe Cyrus Erez. Mais c'est assez impressionnant, quand tu es face à la personne, de te dire qu'il est rentré dans un cabinet en 1989 et qu'il gérait, je n'ai pas en tête les montants, mais assez peu de capitaux quand même. Ils étaient 4. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 dans le groupe. Ils gèrent 18 milliards d'euros. Il a peut-être 27 ou 28 agences partout en France. C'est ouf de se dire que cette success story, elle existe et franchement, on peut tous le faire, quoi. Tu vois, tous les cabinets de concession de patrimoine, tu prends vie à ça aussi, toi, parce que du coup, t'es en relation directe avec ces personnes-là. J'échange avec eux, effectivement, et puis le monde du private equity aussi les a aidés. C'est-à-dire qu'on est dans un marché, le conseil en gestion de patrimoine, t'es dans un marché qui se consolide. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de private equity qui rentrent au capital et qui disent, je veux que tu fasses de la croissance externe. Donc que tu rachètes d'autres cabinets partout en France pour te développer. Je pense que le groupe Cyrus et Erez, qui étaient 2 structures distinctes, c'était les premiers à le faire. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont gagné une grosse partie du marché. Mais aujourd'hui, on a une dizaine d'acteurs qui sont en train de consolider le marché et qui, effectivement, sont vraiment là tout le temps en train d'être en concurrence pour acheter des cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Pour le coup, pour les étudiants du master INSEC gestion de patrimoine, c'est des opportunités qui sont dingues parce qu'en fait, tu crées ton cabinet de zéro et après, tu as 10 structures qui vont se battre pour te le racheter. Donc en fait, ton prix, aujourd'hui, on est sur des multiples, toi qui connais très bien le secteur, franchement, qui peuvent monter à 12, 13, 14, 15 fois les l'EBITDA. Et tu te dis, effectivement, c'est ouf de te dire que les l'EBITDA, en plus d'un conseiller en gestion de patrimoine, il y a quand même très peu de coûts fixes. On reste sur du conseil, donc des choses qui émanent plutôt de l'intelligence de ton conseiller. Donc voilà, c'est assez hallucinant en fait. Moi je vois des success stories tous les jours. Le mec qui se lance 2 ans plus tard, en fait ils ont créé 3 millions sur leur patrimoine perso, tu vois. Et pourtant ils ont vendu des bons produits. Donc on arrive à lier avec un peu plus d'éthique que dans le lot de Wall Street. Mais voilà, les success stories avec pour le coup un travail de conseil qui est de qualité. D'accord, parfait. Et pour finir, le dernier thème, parce que c'est un thème qui quand même, je rappelle, c'est les podcasts de l'INSEC MSC. Quelles sont les compétences, je dirais, clés que tu as pu avoir ici à l'école quand tu étais là? Quelles sont les compétences qu'un étudiant comme Arnaud doit mettre en œuvre s'il veut, entre guillemets, suivre ton parcours? C'est une bonne question. Déjà, moi, je suis extrêmement content de ce que j'ai pu vivre ici à l'INSEC pendant 2 ans. C'est vrai que j'ai appris un métier, en fait, qui est le métier de conseil en gestion de patrimoine, avec des matières qui sont complémentaires les unes les autres. Mais voilà, la fiscalité notamment, les produits, on a eu des notaires, des avocats, des fiscalistes, des personnes qui travaillaient aussi en M&A, qui nous ont accompagnés. Et en fait, ça te permet d'avoir une vraie vue hyper exhaustif du marché du conseil en gestion de patrimoine. Je sais pas si c'est le master que tu fais toi de ton côté. C'est exactement ça, ouais. Ok. Nous, voilà, la qualité des intervenants, je l'ai trouvée assez impressionnante, avec tous des professionnels, donc aussi des histoires à raconter de leur vie pro. Donc c'est vraiment, pour le coup, je pense, une super formation. Et pour voir, alors, on va dire que le master le plus connu, c'est peut-être celui de l'OREP à Clermont. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas à rougir de la qualité d'un étudiant qui sort de l'INSEC par rapport aux étudiants et à mes clients avec qui je parle aujourd'hui qui sortent de l'OREP à Clermont. Et après, pour les compétences à avoir pour suivre mon parcours, en réalité, c'est quand même beaucoup de compétences de relationnel. À la fin, ça reste, moi, un métier qui est moins sur le conseil, qui est plus sur le commercial. C'est-à-dire que moi je dois aller convaincre un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que mon produit c'est le bon et qu'il faut qu'il le positionne pour ses clients. Donc il y a beaucoup de compétences, je dirais, commerciales, donc de relationnel, être capable de fédérer un groupe, d'animer des réseaux finalement, et ça se fait de plein de manières différentes. Moi quand j'ai commencé, j'organisais des petits déj, puis des déj, puis des after work, et j'en fais un ce soir, je l'ai dit déjà. Après, il faut pas oublier quand même qu'on parle de sujets très techniques.
assez pointu, et que le conseiller en gestion de patrimoine en face de moi, ça reste un médecin généraliste, et il peut pas être expert de tous les sujets. Et ce qu'il va venir chercher chez moi, c'est des compétences techniques. Et ça, tu les acquiers en entreprise. Alors, il y en a une partie que j'ai acquise ici de ces compétences, mais pour le coup, je trouve qu'il faut être capable de connaître par cœur son produit. Et en ce moment, je fais passer des entretiens, j'en ai parlé, mais il y a des gens où je sens qu'il y a des lacunes sur la compétence technique. Et si le cabinet de conseiller en gestion de patrimoine en face de toi, il se dit, je trouve qu'elle a mal répondu à ma question, je trouve qu'elle a pas compris exactement de ce dont j'avais besoin pour mes clients, ben finalement tu vas pas être capable de bien le conseiller, de lui proposer une solution qui va être adaptée à son client final. Donc je dirais que un étudiant qui veut faire ce métier, il faut qu'il ait un bon relationnel, ça c'est essentiel au départ, ça c'est un skills peut-être même de naissance en fait. Et après il faut qu'il soit travailleur sur je me monte en compétence pour connaître par cœur le produit de ma société. Voilà. Ok, et du coup toi tu disais, parce que moi je suis en alternance, toi, tu as été en alternance, mais tu as du recul par rapport à ça. Est-ce que tu trouves qu'en plus des cours de l'école que tu as trouvé super intéressants, etc., le fait de le faire en alternance, ça t'a apporté une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value pour être là où tu en es aujourd'hui? Ah bah 100%. C'est-à-dire que dans nos métiers, le salaire d'entrée, je disais, c'est 40 000 euros. C'est 40 000 euros aujourd'hui. Moi, à l'époque, c'était plutôt 38, 36. Le fait, moi, d'avoir fait 3 ans d'alternance, j'ai pu rentrer mon premier CDI à 48. Alors, c'est pas beaucoup plus, mais j'ai déjà gagné peut-être 2 ans d'avance sur un salarié classique. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être en alternance. Moi, ça m'a professionnalisé. Je suis arrivé... si on m'a payé un peu plus cher au début, c'est parce que j'avais déjà un réseau de conseillers en gestion de patrimoine avec qui je travaille toujours aujourd'hui, mais que j'ai pu fidéliser pendant le temps où j'étais en alternance. Bon, mais le podcast touche à sa fin. On pourrait en discuter des heures, c'est ce que... Eh oui, on pourrait rester là jusqu'à demain. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve très vite. Merci à tous. Merci.